partout dans le monde. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h43, on retrouve Esprit Libre. Maître Sophie Obadia et Anne de Guigné sont les esprits libres de ce lundi, respectivement avocate et grand reporter au Figaro pour Anne de Guigné, qui vient de publier Tout l'or du monde, l'économie racontée par les écrivains de l'Antiquité à nos jours. Ça vient de paraître aux presses de la Cité. On va en parler de cet ouvrage dans quelques minutes, mais avant cela, j'aimerais vous entendre toutes les deux sur l'entretien donné par Monsieur Le Cornu à la presse quotidienne régionale. Il a fourni 2 scalps à l'opposition, j'allais dire à l'opinion aussi, les 2 jours fériés et les avantages consentis aux anciens premiers ministres. On est ici dans le symbole. Les symboles ont-ils un sens au moment où nous sommes dans une crise de notre vie politique, chère Anne de Guigné? Et ouais, moi je pense, David, c'est tout à fait le moment des symboles, mais je trouve que vous êtes généreux de qualifier de symboles ces 2 annonces. Pour moi, c'est plutôt la distribution de sucreries. Il y avait d'ailleurs vaguement une idée d'une réforme de décentralisation, très vaguement esquissée. Oui, il manquait plus qu'une aide aux potagers locaux, donc pour caricaturer. Non, moi je pense qu'on a besoin de symboles, mais de symboles durs, parce que le pays va vraiment mal, et comme tout converge vers ce constat. Et j'aurais attendu, même si ce n'est pas populaire, un discours un petit peu plus, bon, on dit toujours churchillien, c'est un peu le... Maintenant, on le dit trop, mais un discours un peu difficile, disant en français, il va falloir faire des efforts, et un symbole fort, alors qu'on parle que de la taxe Zuckman, qui n'a aucun sens. À un moment donné, on est complètement en plein décrochage. Il fallait des symboles, je pense, mais pas justement cette petite distribution de sucre d'orge qui fait plaisir, mais qui est très très loin de la réalité du pays. Sophie Obadia, on n'est pas tout simplement dans une forme de populisme, 2 jours fériés, les avantages consentis aux anciens premiers ministres, comme si vraiment 3 gardes du corps et une voiture de fonction et un secrétariat, c'était le trou de la Sécu. Ouais, c'est 1 ou 2 millions d'euros. Oui, bon, oui, voilà, c'est oui. vrai qu'on s'en passe. Hein, oui, mais à force de dire on s'en passe, on répond pas effectivement à l'ambiance populiste du pays. Oui. Effectivement, les Français, en province, notamment quand vous leur parlez, c'est de dire attendez, nous on va se serrer la ceinture et pendant ce temps-là ils vont continuer à avoir une voiture avec chauffeur, parce qu'on parle de ça. On parle de voiture avec chauffeur, d'un bureau à titre exceptionnel, de frais d'essence, des choses qui choquent les Français. Mais oui, c'est peut-être populiste dans notre esprit ici, mais en réalité ça occupe les conversations quotidiennes. C'est basique, mais c'est comme ça. Donc moi je pense qu'effectivement de dire on va mettre un coup de frein, un coup d'arrêt à des exceptions qui étaient déjà effectivement très maigres. Hein. Par exemple, la retraite, le mythe de la retraite à vie payée, etc. C'est pas vrai. Il y a une cotisation pour les élus, il y a une cotisation pour les anciens ministres qui est normale. Donc on va évidemment trop loin en disant ils sont surpayés. Je suis d'accord. Mais dire symboliquement, on va aussi changer ça, moi je pense que c'est une bonne idée. Voilà, moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'on parle de quoi en fait ? J'ai dit des frais d'essence, des bureaux, ça correspond à quoi ? Pourquoi ? Comment on le justifie ? On disait à l'époque, c'est pour la dignité de l'ancien Premier ministre ou des anciens ministres et c'est pour leur sécurité. La notion de dignité aujourd'hui elle bouge. Hein. Il n'a pas parlé des anciens présidents. Non, il n'a pas parlé des anciens présidents parce que c'est peut-être pas son rôle à ce stade. Vous comprenez là, mettre à dos Sarkozy et François Hollande. C'est pas forcément que se mettre à dos 1 ou 2 personnes. Là, il est en train d'essayer de débroussailler quelque chose. Mais la dignité, qu'est-ce que c'est ? C'est la dignité d'un ancien Premier ministre. Ça n'a plus vraiment de sens et puis on va vers une démocratie de plus en plus populaire. Et deuxièmement, de dire la sécurité, oui, ça sera justifié pour certains anciens premiers ministres qui, par exemple, comme Manuel Valls, peuvent être exposés, pas pour tous les ministres, etc. Moi, je trouve que c'est pas une mesure forcément ultra démagogique. Elle a du sens, elle a une valeur symbolique. Anne de Guigné, il n'a pas parlé des impôts. Il s'est ménagé des discussions avec le Parti socialiste. Il a cette phrase un peu floue, attrape tout, disant que la justice fiscale, c'est important. Moi, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Mais évidemment, c'est le sujet numéro 1 et compliqué pour lui, parce qu'on voit bien que dans les 2 bouts de sa coalition, c'est vraiment le sujet antagoniste entre les LR et le Parti socialiste, enfin de sa coalition, sa tentative de coalition. Donc évidemment, et on voit bien que François Hollande a aussi avancé sur le sujet en disant que Zuckman, ce n'était pas c'était pas une panacée. Voilà, c'était pas une panacée. Mais François Hollande veut occuper à gauche une position centrale. Donc il dit clairement qu'il faut juste remonter sur l'ISF. Voilà. Ce qui est évidemment et la suppression de l'ISF, c'est le grand bilan. Il n'y a plus que ça quasiment comme bilan d'Emmanuel Macron en termes économiques. Enfin, je suis un peu dur, mais ça ressemble quand même à ça. Donc ça va être très compliqué la fiscalité. Je pense qu'il va devoir, vu la pression sur la gauche, faire sans doute une petite concession. Il va falloir
idéalement, je pense qu'il trouve une formule avec énormément d'exceptions, qui permet au PS d'afficher quelque chose sans complètement casser notre production française. Bon, il va falloir qu'il trouve le trou de souris. Vous parliez de justice fiscale, on va parler de justice tout court avec maître Sophie Obadia. Sophie, le meurtrier de Sophie Hilleret, Agathe Hilleret, a été arrêté. Il est passé aux aveux. Ce qui frappe immédiatement, c'est évidemment le casier, la condamnation à 30 ans avec peine de sûreté de 20 ans. Il entre en prison en 2024. Il est relâché 20 ans plus tard. Une partie de l'opinion peut se demander légitimement pourquoi il n'en a pas fait 30. Ce qui aurait peut-être sauvé la vie d'Agathe Hilleret. La justice pour le commun des citoyens n'est pas lisible sur ce point. Aidez-nous à comprendre. Alors, je vais vous aider, je vais essayer. Effectivement, c'est une vraie question, et à mon avis, c'est la question de la présidentielle qui va venir. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à penser la récidive dans ce pays, ou est-ce qu'au contraire, on fait exécuter les peines jusqu'au bout? Vous allez vraiment avoir un axe entre ceux qui pensent qu'on doit enfermer au maximum et jusqu'au bout, et ceux qui continuent à penser, je dirais, avec l'ancien logiciel, qui consiste à penser la récidive, parce que en prison, malheureusement, en prison, on ne soigne pas. Et en prison, le soin psychiatrique, la prévention de la récidive, je parle des criminels sexuels, n'est pas bien faite. Cet homme sortait d'un centre de détention bien connu qui se situe en Corse, où effectivement sont détenus de façon très originale les criminels sexuels, c'est-à-dire qu'ils travaillent au champ, c'est ouvert, c'est particulier, puisque en plus c'était un homme de la terre, c'est un agriculteur au départ, et donc il sort de cette un travailleur agricole. Voilà, travailleur agricole, pardon. Il sort de ce centre de détention. La question, c'est qu'on ne l'a pas relâché purement et simplement. On dit journalistiquement, on l'a relâché. Non, on lui a appliqué une mesure de sûreté bien spécifique, c'est-à-dire qu'il est condamné à 30 ans avec une peine de 20 ans de sûreté. Au bout de ces 20 ans, il peut bénéficier d'un aménagement de peine bien spécifique qui consiste à être à l'extérieur. Il est parti vivre à Vivonne, donc dans la région où il vient de commettre, a priori, je n'en sais rien, présomption d'innocence, mais a priori ce crime. Et donc là, il doit être surveillé à l'extérieur, travailler, se soigner, être vraiment en train de préparer sa vraie réinsertion, et ça pendant 7 ans. Et c'est là qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire que la surveillance, elle n'a pas été efficace. La justice n'a pas les moyens de surveiller. Peut-être que si, avec le bracelet électronique. C'est-à-dire que là, on a manqué peut-être une étape qui consistait à savoir où il était, en temps et en heure, en permanence. Parce que s'il est enfermé ad vitam aeternam ou pendant 30 ans, il ressort tout aussi violent puisqu'il y a un défaut de soins psychiatriques. Et s'il est à l'extérieur, il faut qu'il soit bien surveillé. Et là, vous voyez, on est dans un entre-deux. Merci pour ces précisions, Sophie. Anne de Guigné, il y a un problème de lisibilité. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un est condamné à du sursis, il est libéré, il est libre. Quand il est condamné à de la prison, il a un bracelet électronique, pour l'opinion, il est libre. Et quand il est condamné à 30 ans avec une peine de sûreté, il sort au bout de 20 ans s'il s'est à peu près bien conduit pendant sa détention. Et ça, c'est du droit. Et le droit, c'est sacré, sauf que l'opinion comprend pas. Je suis d'accord, David, quand on ne passe pas sa vie dans les tribunaux, c'est très compliqué de suivre. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin avait une loi en préparation qui devait arriver en novembre, on va voir ce qu'il en est. Et il disait qu'il y a aujourd'hui 235 applications possibles des peines, et lui voulait réduire à 4. 4, grosso modo, emprisonnement, prison, probation, interdiction, amende. Et c'est vrai que pour le débat citoyen, ce serait pas inutile qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, parce qu'en fait, le fait de pas comprendre exactement comment sont appliquées les peines, je pense nuit beaucoup à cette appréciation de la justice en France, et sans doute aussi à cet élan un peu populiste. On a l'impression que les gens font des choses très graves, sont pas vraiment punis, on sait plus vraiment exactement quelle est la gravité. On dit immédiatement populiste pour... Non, c'est pas populiste. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la justice non comprise par les citoyens reste la justice? Non. Alors, non, absolument pas. Si elle n'est pas légitime, si elle n'est pas parfaitement, comprise, parfaitement admise et célébrée, j'ai presque envie de dire. En Angleterre, par exemple, tout est compris. En Allemagne, il y a 4 types de peines, effectivement. Tout le monde sait exactement à quoi ça correspond. Nous, on ne comprend plus rien, et je pense qu'effectivement, la lisibilité est en cause. Rien à voir avec la justice. Anne de Guigné, vous publiez un livre intitulé « Tout l'or du monde » ou comment les écrivains ont raconté l'économie. Alors évidemment, on songe immédiatement
immédiatement à ses Lagarde et Michard, celui du 19e siècle, Balzac, Zola, éventuellement Les Misérables, avec l'entrepreneur Jean Valjean, puisqu'il crée une industrie au moment de devenir un notable parisien, au classique du 19e, évidemment. Mais vous remontez à l'Antiquité. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de nous raconter l'économie à travers les écrits des littérateurs et pas des économistes? Mais en fait, évidemment, les économistes, ils sont très utiles pour avoir des tableaux quantitatifs de l'évolution du monde. Et puis, les économistes qui font aussi de l'histoire économique, ils nous permettent de voir comment le monde matériel a évolué. Mais les écrivains, souvent, ils ont une qualité en plus, ils ont une forme de sensibilité qui leur permet de comprendre justement comment l'environnement matériel influe sur la nature humaine. Et en fait, beaucoup de très grands romans se posent cette question de voir ces trajectoires chacun, comment notre destin, en fait, est modelé par l'environnement économique. Et ça, je trouve ce regard passionnant. Et vous évoquiez le 19e, c'est fascinant de voir dans ces grands romans, le travail et puis les interrogations, Balzac, Stendhal, même Zola, leur interrogation sur le capitalisme. Stendhal, il connaît très bien l'économie, c'est un mathématicien, il a écrit un bouquin d'économie qui n'a pas été publié, et il se demande en permanence, est-ce que la logique de l'intérêt va pas faire que les hommes seront plus capables d'aimer? Aujourd'hui, 2 siècles après, mais en fait, c'est une vraie question d'ailleurs qui résonne toujours aujourd'hui. Est-ce que le capitalisme poussé à fond altère ou pas, change notre capacité à aimer, et il y a en permanence ces questions. On peut aimer par intérêt. On peut aimer par intérêt. La dot. Non, mais c'est passionnant leur regard, justement. Donc il y a un pas de côté, il faut évidemment compléter avec les travaux des économistes, mais il y a un pas de côté qui est très intéressant, qui permet de réfléchir justement à l'évolution de l'économie. Est-ce qu'il y a une page ou un ouvrage qui vous a particulièrement marqué, ou si vous aviez fait ce livre, ce serait à cause de ces pages de tel ou tel écrivain? C'est un classique. Vous avez cité Stendhal. Je sens que vous avez un coup de cœur pour Stendhal, mais c'est normal, c'est un grand romantique. Voilà, j'aime beaucoup Stendhal, mais je crois que c'est un grand classique, mais qui est incroyable. Les Illusions perdues m'ont vraiment frappé. Évidemment, en tant que journaliste, le regard sur la presse est incroyable. Et puis, vous avez dans Les Illusions perdues cette quête de l'argent. Tout le monde court après l'argent. Rubempré, en permanence endetté, avec l'idée que la dette, c'est aussi une dette d'honneur. Vous essayez de retrouver votre vertu en retrouvant la dette. Mais vous avez aussi le capitalisme vertueux. Vous savez, le couple d'entrepreneurs, les Séchard, qui eux arrivent qui sont innovants, qui vont se faire, on va leur piquer leurs brevets, c'est autre sujet. C'est dans quel livre ça, Les Illusions perdues. Les illusions perdues aussi, qui arrivent à maîtriser leurs désirs. Donc il y a vraiment cette tension parfaite entre le désir, évidemment le désir à la fois, le désir aussi dans l'amour, la sexualité, puis le désir dans l'argent, et le rebond entre les deux. Je trouve Les Illusions perdues, c'est vraiment magistral. Il y a vraiment ce parallèle entre, justement, la quête d'amour, la quête d'argent, et Balzac vraiment nous montre bien comment tout ça s'inscrit dans des projets humains. Je trouve que c'est vraiment le roman à lire. Sophie Obadia, il vous reste plus qu'à écrire le droit de l'Antiquité à nos jours, vu par les écrivains? Oui, peut-être. Ou les avocats, mais en littérature? En tout cas, pour poursuivre, moi je pense que Houellebecq a parfaitement compris le sujet. C'est-à-dire que le consommateur malheureux contemporain devient celui qui, effectivement, économiquement souffre et raconte le loser magnifique. Houellebecq, c'est le nouveau Stendhal. Je pense qu'il a totalement compris ce sujet. Et moi, je vous conseille Le Bourgeois Gentilhomme pour le consommateur impénitent qui prend des cours de tout et qui paye trop ses coachs. Merci à toutes les deux. Tout l'art du monde, c'est sorti aux presses de la Cité. C'est signé Anne de Guigné. Merci, mesdames. On va se quitter avec l'or du Rhin, tiens. Puisqu'on parlait d'or, c'est le final. Wagner.